parallèle. Une sorte de face cachée de notre économie. Un univers invisible où des fortunes criminelles sont nettoyées et réinjectées dans le circuit légal. Ce monde, il existe, et aujourd'hui, on va un peu plonger dans son mode d'emploi. Notre source, c'est le guide d'études de l'ACAMS, l'association des spécialistes certifiés de la lutte contre le blanchiment de capitaux. C'est un peu la bible du sujet. L'idée, c'est de décortiquer cette économie de l'ombre. Comment l'argent sale devient propre? Où sont les failles? Et comment on essaie de riposter? Et l'ampleur du problème était juste colossale, hein. Le groupe d'action financière, le GAFI, le dit très bien, il faut vraiment oublier l'image des valises de billets dans un parking, quoi. La réalité, c'est que le blanchiment, ça peut utiliser presque n'importe quel canal, n'importe quelle entreprise. C'est un virus qui a appris à muter. D'accord. Alors, commençons par la base. Le but du jeu, c'est de faire passer des fonds d'origine criminelle pour de l'argent gagné. Honnêtement. Le guide décompose ça en plusieurs étapes et la toute première, apparemment, c'est là que tout se joue. Exactement. La première étape, et c'est le plus risqué pour eux, c'est ce qu'on appelle le placement. Il s'agit simplement de faire entrer l'argent liquide, l'argent physique, dans le système financier. Ah, donc là, pour le coup, on parle bien des fameuses valises de billets. On en parle, mais tout l'art, c'est de rendre cette valise invisible. Le guide donne un exemple très classique, le mélange de fonds. Imagine un criminel qui possède un restaurant, une pizzeria, un business qui brasse beaucoup d'esquesses. Oui. Il lui suffit de glisser l'argent de ses trafics dans la caisse à la fin de la journée. Et pour la banque, tout est noyé dans la masse. C'est indétectable. C'est simple, mais c'est redoutablement efficace. Mais j'imagine que ça marche pas pour des millions d'un seul coup. Non, non, et c'est là qu'intervient une autre technique, beaucoup plus industrielle, la structuration. On appelle ça aussi le smurfing. Le smurfing. Comme les schtroumpfs. C'est exactement l'idée. Tu prends une somme énorme et tu la divises en une multitude de petits dépôts. Chaque dépôt est fait exprès sous le seuil de déclaration obligatoire, souvent 10 000 euros ou dollars. C'est comme si une armée de schtroumpfs allait déposer un peu d'argent partout, tout le temps, pour jamais déclencher d'alerte. Et ça, à grande échelle, ça peut donner des résultats hallucinants. Je vois dans nos sources le cas de la Commonwealth Bank of Australia. Ils avaient installé des distributeurs qui acceptaient les dépôts d'espèces de manière totalement anonyme. C'était une porte d'entrée immense. Une véritable autoroute. En seulement 2 mois, les criminels ont exploité cette faille pour faire passer plus d'1 milliard de dollars australiens via ces machines. Ça montre bien à quel point la technologie, quand elle est mal maîtrisée, devient le meilleur allié des blanchisseurs. Ce qui est fou, c'est qu'on a tendance à voir ça comme un crime financier un peu abstrait. Mais le guide insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas un crime sans victime. Ah mais pas du tout. Les conséquences sont bien réelles et elles sont dévastatrices. Un blanchiment à grande échelle, c'est un poison pour toute une économie. D'abord, ça gangrène les banques de l'intérieur. On a l'exemple de la banque Riggs aux États-Unis, une institution de 150 ans qui a dû fermer à cause de ça. Mhm. Ensuite, c'est une perte sèche de recettes fiscales. Cet argent n'est pas déclaré, l'État ne touche rien. Et ça pèse sur les services publics, donc sur tout le monde. Et au-delà de l'argent perdu, j'imagine que ça fausse complètement la concurrence, non? Complètement. Une entreprise qui s'appuie sur des fonds illimités, gratuits, elle n'a pas les mêmes contraintes qu'un entrepreneur honnête. Ça crée des distorsions énormes. Et à terme, c'est la réputation de tout un pays qui est en jeu. Si on est perçu comme une plaque tournante de l'argent sale, ça peut mener à des sanctions, à un isolement. On a vu comment l'argent rentre dans ce système. Mais une fois dedans, il doit se déplacer sans être repéré. Et c'est là, j'imagine, qu'interviennent des mécanismes bien plus complexes. Le guide montre que les banques elles-mêmes peuvent fournir ces autoroutes. Tout à fait. L'un des mécanismes les plus puissants, c'est ce qu'on appelle la correspondance bancaire. C'est un service vital pour la finance mondiale. Une grande banque, disons à New York, va fournir des services à une plus petite banque, par exemple en Europe de l'Est. D'accord. Elle va traiter ces transactions en dollars. Le problème, c'est que la banque new-yorkaise traite des volumes énormes pour des milliers de clients finaux, qu'elle ne connaît absolument pas. C'est une sorte de confiance aveugle, en fait, et quand ça dérape. Ça dérape de manière spectaculaire. Le scandale de la Danske Bank, en Estonie, c'est un cas d'école. Plus de 150 milliards de dollars de transactions suspectes, liées à des oligarques russes, sont passés par son compte correspondant à la Deutsche Bank. C'est énorme. La Deutsche Bank agissait comme une passerelle, sans voir ce qui se passait vraiment derrière. Dans nos sources, il y a un terme qui fait un peu peur, les comptes de passage ou payable through account.
Ça a l'air d'être une version encore plus extrême. C'est le niveau au-dessus en termes de risque, oui. Un PTA, c'est un compte qui permet aux clients de la banque étrangère, donc les clients de la banque estonienne dans notre exemple, d'utiliser le compte de la grande banque comme si c'était le leur, directement. Attends, ça veut dire que la grande banque, celle à New York, n'a aucune idée de qui est la personne qui utilise son compte à la fin. Zéro idée. C'est un chèque en blanc, en fait, hein. C'est exactement ça. Ça crée une couche d'anonymat quasi parfaite. La grande banque ne voit que le nom de sa banque cliente, pas les centaines de personnes qui se cachent derrière. C'est un outil de blanchissement d'une puissance redoutable. Et il n'y a pas que ça. Le guide pointe aussi la banque privée, ce monde un peu feutré des ultra-riches. On imagine une discrétion à toute épreuve. Un peu trop parfois, la confidentialité est au cœur du service, mais elle peut devenir une arme. L'affaire Barclays est assez édifiante. La banque a eu une amende de 72 millions de livres pour avoir fermé les yeux sur une transaction de plusieurs milliards. Et le plus fou, c'est comment ils ont fait, non? C'est incroyable. Pour garantir une confidentialité maximale, les dossiers de ses clients étaient conservés uniquement sur papier, cachés hors de tous les systèmes informatiques de la banque. Personne ne pouvait y accéder, même pas les équipes de conformité. Ce qui est fascinant, c'est que ce système a besoin de porteurs sains pour fonctionner. Le guide parle de cet écosystème qui permet à l'argent de circuler. Et il n'y a pas que les banquiers. Bon, il y a ceux qu'on appelle les facilitateurs, ou les gatekeepers, les gardiens du temple. Ce sont les professions non financières. Les avocats, les comptables, les notaires. Leur expertise et surtout leur sceau de respectabilité, c'est de l'or pour les criminels. Ils savent créer des sociétés écrans, des fiducies complexes, tout un millefeuille juridique pour que l'argent devienne intraçable. On a un exemple concret, celui de l'avocat britannique Ross Mecca. Un cas d'école, oui. Il a pris 7 ans de prison. Son rôle, ce n'était pas de transporter des valises, mais d'utiliser son savoir-faire pour monter des fraudes immobilières au profit du crime organisé. Il a porté la caution légale, la façade. Et puis, il y a des secteurs auxquels on ne pense pas forcément, mais que le guide décrit comme hyper efficaces. Les casinos, par exemple. Ça semble tout droit sorti d'un film. Mais la technique est d'une simplicité enfantine. Vous entrez dans un casino avec, disons, 500 000 € en liquide sale. Vous achetez des jetons, D'accord? vous jouez un peu pour la forme, histoire de perdre quelques milliers d'euros, puis vous allez à la caisse et vous encaissez le reste. Le casino vous fait un chèque ou un virement de 490 000 €. Et voilà, l'argent sale est transformé en gain de jeu. C'est propre. Exactement. L'enquête sur le Crown Casino de Melbourne a montré que c'était une pratique systémique pour des flambeurs chinois. C'était industriel. Un autre terrain de jeu, c'est le luxe. Les œuvres d'art, les métaux précieux, les voitures de sport. Pourquoi ces biens sont si prisés? Pour plusieurs raisons. Une œuvre d'art, ça a une valeur très subjective, ce qui permet de justifier des transactions de plusieurs millions. L'or, c'est facile à transporter, sa valeur est universelle. Et pour les voitures, le guide cite le cas d'un concessionnaire au Texas qui a pris 20 ans de prison. Il vendait des voitures de luxe payées en cash à un cartel de la drogue. C'était sa seule activité, en fait. Et bien sûr, avec l'évolution de la technologie, de nouvelles portes s'ouvrent. Le guide consacre une partie importante aux monnaies virtuelles. C'est la nouvelle frontière, clairement. L'attrait pour les criminels est évident. Un pseudo-anonymat, des transactions quasi instantanées, sans frontières. Le cas de la plateforme BTCE est frappant. Le guide explique que sur le chat interne, les utilisateurs parlaient ouvertement de leurs crimes. Sans blague. Oui, et les administrateurs du site leur donnaient des conseils sur la meilleure façon de blanchir leurs crypto-monnaies. C'est donc le Far West numérique, Sean Tout à Keith. fait. Ouais, l'anonymat est total. Pas tout à fait. Et c'est là que ça devient intéressant. Les forces de l'ordre s'adaptent. L'opération Disruptor a permis de démanteler d'importants réseaux sur le Darknet qui utilisaient le Bitcoin. 179 arrestations, plus de 6,5 millions de dollars saisis. Ah oui, quand même. La blockchain, le registre des transactions, est public. Avec les bonnes techniques, les enquêteurs peuvent remonter les pistes. L'anonymat n'est pas aussi absolu qu'on le croit. Face à cette criminalité mondiale qui s'adapte en permanence, comment la communauté internationale organise la riposte? Ça a l'air d'un combat sans fin. C'est une course-poursuite, c'est sûr, mais la riposte s'organise. On peut l'imaginer comme une poupée russe. Au centre, il y a le GAFI, le groupe d'action financière. C'est le cerveau mondial. Le GAFI ne fait pas les lois, mais il établit les règles du jeu pour tout le monde, les fameuses 40 recommandations. Et surtout, il évalue les pays. Si un pays ne joue pas le jeu, il peut le mettre sur une liste grise ou noire, ce qui est un désastre pour son économie. C'est une arme de dissuasion très puissante. D'accord, le GAFI fixe les règles. Et les autres? Comme les directives européennes ou le Patriot Act américain, ce sont les muscles qui appliquent ces règles.
C'est une excellente image. L'Union européenne, c'est l'échelon régional. Elle prend les recommandations du GAFI et les transforme en directives, qui deviennent des lois pour ses 27 États membres. Ça permet d'harmoniser les défenses. Et le USA Patriot Act, c'est encore autre chose. C'est une loi américaine, mais son influence est mondiale. C'est bien ça, Sam? C'est une arme d'une efficacité redoutable. Adoptée après le 11 septembre, cette loi a un principe simple. Si une banque, n'importe où dans le monde, veut avoir accès au système financier américain, elle doit se plier aux règles américaines. C'est de l'extraterritorialité. Exactement. La loi a par exemple permis d'interdire purement et simplement les relations avec les banques fictives, ces shell banks qui ne sont que des boîtes aux lettres dans des paradis fiscaux. C'était un outil de blanchiment majeur. Donc, si on résume un peu les 3 leçons clés de nos sources. Premièrement, le point de départ, le placement de l'argent liquide, reste la phase la plus vulnérable. Deuxièmement, les facilitateurs ne sont plus seulement des avocats ou des banquiers, mais aussi la technologie elle-même. Et troisièmement, la riposte est globale, mais toujours en réaction, essayant de colmater des brèches que les criminels ont déjà exploitées. C'est une excellente synthèse. Et il faut garder à l'esprit que derrière ces mécanismes, cet argent ne sert pas juste à financer des yachts. Il alimente la corruption, le terrorisme, le trafic d'êtres humains. C'est le carburant de l'économie criminelle. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une dernière idée, une réflexion que ces sources t'ont inspirée? Oui, le guide insiste énormément, et à juste titre, sur le principe du «Know your customer», connaître son client. C'est la base de tout. Mais les sources soulèvent un risque bien plus insidieux, le «Know your employee», connaître son employé. Ah oui. Le cas de Citigroup, qui a été condamné pour ne pas avoir fait les vérifications d'antécédents sur plus de 10 000 de ses salariés, est très révélateur. Ça nous rappelle que la plus grande menace pour une institution peut parfois venir de l'intérieur. Et ça soulève une question fondamentale pour l'avenir. Comment on gère le risque quand les facilitateurs ne sont plus des tiers externes, mais des acteurs au sein même du système qui est censé nous protéger? C'est peut-être là que se situe le prochain grand défi.